Le terme éveilleur de sens, c'est un mot qu'on m'a donné suite à un atelier que j'ai fait de théâtre de pleine conscience il y a un an. Quand j'ai terminé l'atelier, une personne est venue me voir, elle m'a dit mais il ne faut pas te présenter comme un coach. Elle m'a dit il faut te présenter comme un éveilleur de sens. Et effectivement, pour le coup, ça a donné du sens en fait à ce qu'elle venait de dire. Je me suis dit mais c'est vrai, l'atelier qu'on avait fait, donc qui s'appelle Ombre et Lumière, consistait en fait à redonner du sens à des situations ou des événements de la vie d'une personne. C'est-à-dire que vous avez des personnes, par exemple, qui vivent des choses sans savoir pourquoi. Elles sont là, elles vivent soit une chose, une souffrance, soit un problème, ou quelque chose, et donc elles n'arrivent pas à avancer dans leur vie juste parce qu'elles sont bloquées sur le sens. Pourquoi je vis ça? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi? Et au fur et à mesure, en fait, la personne, à force de pourquoi, elle n'a pas de réponse. Et donc, comme elle n'a pas de réponse, elle ne peut pas avancer. Elle a besoin de comprendre pour faire le deuil. Donc, donner du sens, en fait, à un événement, c'est redonner du sens, on va dire, à ce qu'elle vit. Parce que pour moi, euh, on progresse évidemment avec de la joie, de la gaieté, de la légèreté, etc. Mais 90% d'une progression spirituelle se fait malheureusement très souvent par de la souffrance. Et une personne qui va prendre cette souffrance comme étant quelque chose qui vient le plomber, qui vient l'empêcher en fait de continuer à vivre sa vie, euh, une personne par exemple qui n'a pas compris que la souffrance est là pour lui indiquer qu'il y a quelque chose qui ne va plus dans sa façon de voir les choses, c'est une personne qui va rester enfermée en fait. Elle va s'enfermer elle-même dans sa propre souffrance et elle va vivre cette souffrance-là de manière, on va dire, chronique. Or, en fait, une souffrance, c'est simplement un indicateur qui nous dit que quelque chose ne fait plus sens en nous. Parce que tout est une question de sens finalement. On peut se dire que ceci est bon pour moi, ceci n'est pas bon, mais qui dit finalement que ça c'est bon et pas bon? Toujours le protagoniste, la personne qui vit l'événement. Il y en a pour qui cette chose-là est bonne, pour d'autres c'est pas bon, etc. et vice-versa. Donc le sens, c'est ce qui nous permet de pouvoir avancer. Alors on peut le voir de deux sens, hein. Le sens, c'est la direction qui nous permet de pouvoir avancer dans la vie, et le sens à la vie. Pourquoi je vis ça et vers quoi je dois aller. Donc j'accompagne des personnes en fait, surtout à leur donner du sens, qu'elles apprennent à comprendre en fait pourquoi elles vivent une situation soit répétitive ou soit une situation de souffrance. Alors il y a un exemple que j'aime donner souvent, c'est imaginez par exemple que vous êtes en voiture sur l'autoroute et puis votre voiture, en fait le voyant lumineux de l'essence commence à clignoter. Soit vous faites semblant de ne pas le voir, mais ce qui va se passer c'est que 80 km plus loin, vous allez sur la bande d'arrêt d'urgence avec une panne sèche, soit vous regardez l'indicateur et vous vous dites oh, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Vous allez chercher un sens spirituel, religieux ou je ne sais trop quoi. Mais finalement, la voiture finira quand même par s'arrêter. Ou soit vous donnez un vrai sens à ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le voyant lumineux de l'essence, de la jauge d'essence, est-ce qu'il est bon ou mauvais? Ni l'un ni l'autre. Il est mauvais si on n'en prend pas, si on ne prend pas en compte. Et il est bon si on se dit ok, prochaine station-service, je sors et je fais le plein. Mais c'est ça la souffrance en fait. C'est un indicateur. Ni plus ni moins. À partir du moment où on comprend l'indicateur, et on peut avancer dans sa vie. Oui, on peut dire ça comme ça en fait. Changer le regard qu'on a sur ce qu'on vit. Tout est une question de perception finalement. Hein, le problème, par exemple, si on prend le cas d'une famille, vous allez avoir 4 enfants ou 3 enfants qui vivent avec les mêmes parents. Mais quand vous posez la question à ces 3 enfants, vous leur dites mais qu'est-ce que tu as vécu avec ton père, avec ta mère? Ben, vous allez avoir 4 versions différentes. On voit bien que finalement, une histoire peut être vue sous plusieurs angles. Après, vous allez avoir des gens qui vont vous parler de la pensée positive. Essayez de voir le verre à moitié vide ou à moitié, enfin, essayez de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc tout est une question de perception. Donc à partir du moment où on voit une situation de manière claire et qu'on change notre regard sur cette situation, automatiquement elle change. Elle est là juste pour nous indiquer quelque chose, la situation, rien de plus. Donc oui, effectivement, c'est apprendre à changer son regard et sa perception sur une situation précise.
Alors oui, effectivement, j'ai accompagné pas mal de personnes vers justement la compréhension de leur souffrance. Parce que quelque chose qu'on n'arrive pas à dépasser, on lui colle l'étiquette de la souffrance. Est-ce que c'est important de savoir ce que c'est que la souffrance? Pour moi, non. Le terme, qu'est-ce qui se cache finalement derrière la souffrance? Pour moi, ce n'est pas vraiment important. Ce qui est important, c'est surtout c'est pourquoi je donne autant d'importance à cette situation. Pourquoi cette situation me prend 80% de mon énergie? Pourquoi j'y pense constamment? Pourquoi elle m'obsède, cette situation-là? Donc elle vient révéler quelque chose en moi, elle vient toucher un point en moi qui me dit, regarde cette partie en toi, il y a quelque chose qui ne vibre pas juste, quelque chose qui n'est pas aligné avec toi-même. Donc ce que je fais très souvent à travers le concept du théâtre de la pleine conscience, j'invite la personne à entrer en elle, à travers des jeux de rôle, à travers des questions, à travers une projection intérieure, à ce que la personne puisse réellement faire émerger ce problème finalement qui l'a pourri, pour qu'elle puisse regarder ce problème. À partir du moment où elle regarde le problème, elle s'aperçoit qu'en fait c'est juste une perception qu'elle a. Elle lui a donné beaucoup plus d'importance qu'il en avait réellement. Donc c'est ça le travail que je fais réellement pour accompagner les personnes. C'est leur permettre de voir que le problème qu'ils imaginent ou la souffrance qu'ils imaginent n'est pas aussi grave qu'elle ne paraît. Je ne minimise pas la souffrance. Je ne dis pas que la souffrance n'est pas difficile. Bien sûr qu'elle l'est. Une personne qui vit une souffrance, évidemment qu'elle se sent très mal, évidemment qu'elle n'arrive plus à vivre avec cette souffrance-là. Mais dès l'instant où elle porte un regard juste sur ce qui se passe, alors déjà, elle a éliminé 50% de la souffrance. Et les autres 50%, c'est un petit travail qu'elle a à faire sur elle-même. J'ai pratiqué pendant presque une dizaine d'années le théâtre d'improvisation, et à chaque fois que je montais sur scène pour un spectacle, je me rendais compte, alors juste avant, j'avais 1000 pensées qui me disaient non mais tu vas pas y arriver, c'est pas possible, il y a un public, comment tu vas faire, etc., etc. Mais étrangement, dès que j'étais sur scène, toutes ces peurs et ces pensées disparaissaient. Parce que j'étais ici et maintenant. Je ne pouvais pas me permettre en fait de louper un instant de ce qui se passe autour de moi avec les autres comédiens qu'il y avait. Donc cet instant présent, je me suis rendu compte qu'il était magique. J'avais toutes les réponses dont j'avais besoin finalement pour pouvoir faire mes scènes. Et puis avec les différentes techniques que j'ai pu accumuler durant le temps, notamment le travail sur la conscience, je me suis dit que si j'alliais le théâtre d'improvisation à la conscience, je pourrais arriver en fait à changer le scénario de vie d'une personne. Alors je m'explique. Vous ne m'avez pas posé la question sur le scénario de vie, mais je vais vous en parler. Je considère que en fait, la vie est un grand théâtre. C'est-à-dire que nous sommes tous là finalement pour jouer un rôle. Alors je sais que ça peut surprendre certaines personnes. Quand je leur dis, mais tu es là pour jouer un rôle, elles me disent, mais non, moi je ne joue pas de rôle, je suis moi, je suis sincère, je suis authentique. Oui, bien sûr. Mais quand on va un peu plus loin, et que je demande à cette personne, mais est-ce que tu te comportes de la même manière avec ton conjoint ou ta conjointe, avec tes enfants, dans ton travail, avec tes parents, de la même manière? Bien sûr que non. La personne ne se comporte pas de la même manière. Donc ça prouve bien que la personne a un personnage qu'elle va utiliser dans différentes situations. Donc ce personnage, c'est un personnage en analyse transactionnelle, on appelle ça le scénario de vie. C'est-à-dire qu'en fait, entre 7 et 9 ans, l'enfant découvre un monde, et donc comme il ne sait pas se positionner, et qu'il a une feuille blanche, donc il va vouloir écrire son personnage. Quel personnage je vais jouer quand je serai grand? Alors, il y en a qui vont vous dire, ah moi quand je serai grand, je serai président, moi je serai policier, moi je serai ceci, cela. Ok. Et l'enfant va commencer à écrire son scénario. Comment? À travers finalement la manière dont ses parents vont réagir face aux situations. Si par exemple chez lui, les parents de cet enfant ont eu beaucoup de problèmes d'argent et que pour eux l'argent était mal et que c'était quelque chose on va dire de pourri parce que c'était mal vu, donc il va forcément grandir avec une image de l'argent négative. Et donc il pourra avoir fait les plus grandes études, avoir une carrière brillante, il ne pourra jamais gagner l'argent qu'il veut. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y a un scénario
qui fait qu'à chaque fois, il se retrouvera à zéro. D'accord? Donc le théâtre de la pleine conscience, pardon, c'est amener les gens à voir le personnage qu'ils sont en train de jouer, le comprendre, et surtout vérifier si le personnage qu'ils jouent aujourd'hui, c'est vraiment eux qui l'ont écrit. Et à partir du moment où la personne vérifie, est-ce que c'est le personnage que je joue? Est-ce que le personnage, pardon, que je joue, c'est moi qui ai réellement écrit le scénario? Ok, dans ce cas-là, la personne est alignée. Mais si la personne trouve que non, alors elle a moyen de changer son scénario en le réécrivant. Oui, c'est en posant des questions qu'on arrive à déterminer le personnage. Par exemple, une question très simple. Je demande à la personne, si par exemple vous deviez qualifier votre vie, si votre vie était un film, quel genre de film ça serait? Est-ce que c'est un film d'aventure, dramatique, romantique? Est-ce que c'est un documentaire? Et si oui, quel genre? À partir de là, la personne commence déjà à regarder sa vie et à faire un parallèle avec le cinéma. Ensuite, je leur pose la question de savoir, mais si vous deviez mettre un titre sur votre vie, quel serait-il? La personne donne un titre. Et puis dans ce film, qui se terminera le jour de votre mort, vous en êtes où au niveau de ce scénario? Où il est le héros en fait? Et donc, la personne me donne en fait le moment présent, c'est-à-dire elle me dit réellement où est-ce qu'elle en est. C'est-à-dire que son personnage, il est là. Voilà, c'est le héros, il est bloqué par exemple dans telle situation, où il n'arrive pas à se sortir d'une situation, ou je ne sais trop quoi. À ce moment-là, je lui dis, mais voilà, comment vous voulez voir votre film? Comment vous voulez que votre film se termine? Et c'est avec cette question-là que la personne va commencer à réécrire son scénario. Alors, comment réécrire le scénario? D'abord, il faut savoir que le scénario, en lui-même, n'existe que parce qu'il est relié en fait aux émotions et aux sensations. D'accord? Un scénario tout court, c'est une pensée. Hein, on sait très bien qu'une pensée est créatrice, mais on sait qu'une pensée n'a pas la force suffisante pour pouvoir changer complètement sa vie. Il faut qu'elle soit suffisamment répétée, cette pensée, de manière compulsive, pendant un temps assez long, pour qu'elle commence à s'incarner dans le corps et pour qu'elle puisse venir puiser une énergie créatrice qu'on peut appeler l'émotion. Donc réécrire son scénario, d'abord, c'est regarder sa vie, ou en tout cas l'événement qu'on veut changer, et puis se connecter à la sensation de cet événement. C'est-à-dire que je repense à un événement que je vis actuellement, et je me pose la question, je me dis, quand j'y pense, comment je me sens? Et une fois que je commence à ressentir cette sensation, qui n'est pas une émotion mais une sensation, on est bien d'accord là-dessus, dans le corps, je me connecte à cette sensation et je laisse en fait cette sensation me guider, me donner des informations. Donc, un travail d'abord au niveau sensationnel, un travail au niveau de la pensée et un travail au niveau des émotions. Alors résumer ça en quelques phrases, c'est assez compliqué, parce que c'est un travail d'accompagnement finalement. Mais en gros, on pourrait dire que la pensée, l'émotion et la sensation. À travers ces trois axes, on peut changer quelque chose. Et une chose que je voudrais aussi ajouter, parce que j'y pense pendant que je vous parle, je suis en train aussi de penser, c'est qu'il y a aussi une chose, pour changer de scénario, il faut aussi être capable de se désidentifier du personnage. Parce que beaucoup de personnes pensent qu'elles sont le personnage. Donc oui, mais si je me désidentifie de ce personnage-là, qui je suis? Je ne suis plus rien. Je vais tout perdre. Tous les gens me connaissent avec ce personnage-là. Du jour au lendemain, je vais devenir qui? Un nouveau personnage. Ça ne veut pas dire que vous allez perdre l'amour que vous avez pour les personnes, ça ne veut pas dire que vous allez perdre toutes vos connaissances. Vous allez simplement changer votre environnement. Si vous prenez par exemple un héros, le héros d'un film western, vous le mettez dans Star Wars, il ne va rien pouvoir faire. Il faut que le personnage du western soit dans un film western. Et il faut qu'un personnage de Star Wars soit dans Star Wars.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, le théâtre, effectivement, nous sommes des acteurs finalement de notre vie. Et alors oui, on peut changer en faisant de la méditation, en faisant de l'hypnose, il y a plein de techniques pour changer. Par exemple, vous allez faire des séances de méditation, vous allez faire de la visualisation créatrice, et puis petit à petit, vous allez commencer à visualiser un nouveau monde, une nouvelle façon de vivre. Puis à force, ça va fonctionner évidemment, bien sûr. Sauf que quand vous visualisez, vous êtes dans un environnement, on va dire virtuel, puisque vous êtes connecté avec votre imagination, qui est créatrice évidemment. Le théâtre, vous n'êtes pas simplement en train de visualiser, vous êtes en train de jouer. C'est-à-dire que vous faites entrer la dimension entre guillemets réelle, donc la dimension de la vie terrestre. Vous êtes aussi dans le corps, donc dans l'action, et puis en fait, vous êtes déjà en train d'être la personne que vous voulez être. Alors, quand je suis sur scène, finalement, quand je joue un personnage, je ne suis plus moi, je suis le personnage. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis plus moi qui joue le personnage, je suis toujours moi, mais en fait c'est le personnage qui me donne le chemin à suivre. Alors en fait, quand on décide dans le théâtre, quand on décide de jouer un personnage, finalement on se connecte à ce personnage et on déclenche forcément une émotion, automatiquement une émotion. Et cette émotion, en fait, c'est elle qui nous guide, qui nous donne l'impulsion pour aller vers la vie de ce personnage, explorer ce personnage. Donc demain, si je veux changer ma vie, si je veux passer d'une personne, par exemple, seule à une personne accompagnée, je dois d'abord sentir que je suis une personne accompagnée. Et cette énergie, cette émotion va me donner l'impulsion pour pouvoir aller vers cette nouvelle vie. Alors les deux, trois points que j'aborde dans la formation, vous allez avoir le triangle de Karpman, vous allez avoir le pouvoir de création, et puis les scénarios de vie. En gros. Évidemment, il y aura d'autres thèmes sur la partie émotionnelle. Alors le triangle de Karpman, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, c'est un psychologue qui s'appelle Karpman, qui a découvert dans les années 60 le jeu psychologique qu'il a appelé le triangle dramatique. En fait, c'est un triangle dans lequel il y a trois personnages. La victime, le bourreau et le sauveur. Les trois sont interconnectés ensemble. D'accord? Donc, la victime, qui est au cœur du triangle, puisque c'est elle qui est la plus importante dans ce triangle-là, va chercher à attirer un sauveur. Donc, ce sauveur, une fois qu'il est identifié, va entrer dans son jeu, soit par une relation d'amitié, soit par une relation sentimentale, ou même parfois professionnelle. Vous allez avoir un rapport entre le boss et son employé, enfin bref, vous allez avoir ça dans tous les domaines, dans toutes les strates de la vie. La victime va également, si elle n'a pas trouvé de sauveur, elle va aussi attirer un bourreau. Parce que pour qu'une victime puisse avoir son rôle, il faut qu'elle ait son opposé, le bourreau. Donc le bourreau, qu'est-ce que c'est? Très souvent, c'est une personne qui va entrer dans la vie de la victime pour l'écraser. Il faut qu'il l'écrase suffisamment, ça peut être psychologiquement, ça peut être physiquement, ça peut être en la dénigrant, bref. Donc ce bourreau doit être suffisamment bourreau, on va dire, pour que la victime puisse se sentir suffisamment victime. D'accord? Une fois que le bourreau est entré dans la vie de la victime et qu'il l'a fait suffisamment souffrir, elle va chercher un sauveur. Pourquoi? Pour qu'il la sauve de ce bourreau. Donc le sauveur, on le voit souvent, hein, c'est Robin des Bois, c'est les héros en fait. Il y a toujours le méchant, on va dire dans les films, et puis il y a le héros qui est le gentil, qui vient sauver toujours une cause. On le voit, le triangle est très clairement identifié dans le cinéma. Donc jusque-là, tant que les personnages sont dans leur rôle, la relation fonctionne. Dès que un personnage décide de sortir du jeu, l'autre, en fait, souffre. Parce qu'il ne se retrouve plus. D'accord? Donc, le bourreau, par exemple, c'était une ancienne victime.
C'est une victime qui a été maltraitée par un bourreau, et à force d'avoir été maltraitée, elle est passée du côté de bourreau. Donc ce triangle infernal, ce sont un jeu psychologique qui mène toujours à la souffrance. Alors quand on me demande, on me dit, mais ok, j'ai compris le triangle dramatique de Karpman, mais comment on en sort? Je leur réponds, n'entrez pas dedans. C'est la meilleure façon d'en sortir. Mais une fois que vous êtes dedans, en fait, il faut identifier. Tout est une question de conscience. Et très souvent, la victime n'a pas conscience que c'est une victime. Elle se plaint, mais elle ne sait pas que c'est elle qui attire à elle le bourreau. Le bourreau ne sait pas qu'en fait, il cherche absolument une victime. Pour lui, il se sent aussi injustement traité. Un bourreau, c'est une personne qui va vous dire ouais, mais j'ai fait ça pour toi, j'ai fait ça pour toi. Pendant des années, je t'ai aidé, j'étais là quand tu m'avais besoin de moi, tu m'as appelé, je t'ai emmené à l'aéroport, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Puis aujourd'hui, comment tu me récompenses? Tu me laisses tomber, tu pars avec un autre. Il s'est retrouvé de bourreau à victime. Le sauveur, pareil. Oui, je t'ai sauvé, je t'ai aidé, je t'ai prêté, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Remerciement, comment tu fais? Tu m'abandonnes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a toujours en fait quelque chose de dramatique et de malsain. Donc là, un des points, une des clés pour sortir en fait du personnage et changer sa vie, c'est d'abord de prendre conscience, est-ce que je suis enfermé dans un rôle? Si par exemple, parce que le triangle de Karpman ne se résume pas simplement à des relations, il se résume aussi à des relations interpersonnelles, mais il se résume aussi à des situations de vie. Si je pense que la vie est injuste envers moi, qui suis-je dans le triangle de Karpman? La victime. Si je cherche à écraser les autres pour m'en sortir, je suis dans quel rôle? Le bourreau? Si je cherche à aider des gens gratuitement, bénévolement, je suis dans quel rôle? Le sauveur? Il y a beaucoup de gens qui sont dans des associations, des ONG, qui pensent qu'ils font du bien, mais qui sont en train d'assouvir simplement le rôle du sauveur. Je ne dis pas que tout le monde, toutes les personnes qui sont dans des assos, je ne dis pas que toutes sont dans ce triangle de Karpman, mais il y en a qui sont dedans. Alors encore faudrait-il savoir pourquoi j'aide les gens. Est-ce que j'aide les gens parce que fondamentalement j'ai cette envie et cette mission entre guillemets de vie, ou alors je suis enfermé dans un triangle? C'est dommage de se rendre compte 30 ans plus tard que j'ai passé ma vie à être bénévole. Je suis passé à côté de ma vie, non pas parce que c'était ma mission, mais parce que j'étais juste enfermé dans un rôle. 30 ans plus tard, c'est dommage quand même, non? Autant l'identifier tout de suite.